Salut les brasseuses, salut les brasseurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon concours, enfin du concours auquel j'ai participé, concours de brassage amateur pour le Craft Beer Saint-Malo Festival, donc un festival qui a lieu à Saint-Malo et auquel j'ai concouru avec ma bière, une IPA au seigle. Alors, de ce concours, j'ai terminé premier. Non, ça c'était une blague, poisson d'avril, hein, je vous ai bien vu, j'ai terminé dernier. Non plus. Non, j'ai pas été sur le podium, mais je vous détaillerai à la fin quelle est ma position exacte dans ce concours, si c'est possible, comment ça fonctionne. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous détailler pourquoi j'ai participé à ce concours, qu'est-ce qui m'a amené à participer, quel est l'intérêt de participer à un concours, vous détailler le brassin, puisque c'était un brassin de la mort, c'était très compliqué. Et enfin, une fois cela, vous détaillez un peu ce qu'a dit le jury par rapport à ma bière, par rapport à la qualité ou les défauts. Bon, le plus intéressant, c'est clairement les défauts. Alors, comment je me suis inscrit à ce concours et pourquoi je me suis inscrit à ce concours? Alors, très simplement, ça a commencé tout simplement par une bière que je voulais réaliser. Je voulais faire une IPA au seigle et je voulais tester la Fantas Powder. Donc je me suis dit, bon bah alors comment faire, etc. Donc j'ai regardé la vidéo de Malter Hops, d'Alice de Malter Hops, où elle détaille donc l'usage de cette poudre. Et j'ai donc posé des questions en lui disant, voilà, moi je veux réaliser une bière au seigle, et donc je pense faire ça, mais je regarde des dosages. Et elle m'a dit, bien sûr, elle a répondu à ma question, mais surtout elle m'a dit, mais c'est pour participer au concours de Saint-Malo. J'ai dit, non, pas du tout, c'est pas du tout pour ça. J'ai même pas pensé une seconde participer à un concours. Pourquoi? Parce qu'il faut logistiquement être prêt, c'est la bière, il faut bien être dans les temps, etc. Donc voilà, puis je me suis jamais intéressé plus que ça au concours. Mais je me suis dit, c'est un processus qui n'est pas totalement idiot. Et en plus, je réalise une bière qui correspond au style du concours. Je suis plutôt dans les délais, c'est top. Allons-y. Donc j'ai regardé les réglementations, j'ai regardé ce qu'il fallait faire, etc. Donc j'ai dit, je réalise cette bière, je m'inscris, parce que je savais que la bière ne serait pas terminée avant la clôture des inscriptions. Et j'enverrai la bière une fois qu'elle sera terminée, si elle correspond quand même à un standard. Ça ne sert à rien d'envoyer une bière si elle est complètement dégueulasse. Donc j'ai dit, bon, je vais envoyer, je m'inscris et puis je verrai après si j'envoie ou pas. Donc au final, j'ai bien envoyé ma bière. J'ai trouvé qu'elle correspondait quand même à quelque chose d'intéressant gustativement, même si il y avait eu plusieurs petits problèmes et plusieurs petits défauts que j'ai trouvés dans ma bière, enfin surtout un. Et ça, je détaillerai après. Donc l'inscription, c'est assez simple, en tout cas pour ce concours. Il suffit donc de payer une place, de dire voilà, moi je vais participer, on remplit un formulaire, on l'envoie, et on vous envoie des étiquettes numérotées, et vous devez renvoyer avant une date donnée 3 bières, puisqu'il y a plusieurs tables de jury qui vont se composer. Donc il y a un premier jury, un premier passage, alors si j'ai bien compris, il y a un premier passage de jury où ils vont déguster les bières, donc entre 5 et 6 bières par table de jury, composée de 3 jurés à chaque fois. Et donc sort un ou deux gagnants par table qui vont repasser devant un jury qui va permettre de déterminer cette fois un classement parmi les bières finalistes en quelque sorte. Et ça va permettre d'organiser un grand classement pour chaque style. Donc en l'occurrence il y avait 2 styles, Kolsch de souvenir et IPA au seigle, Rye IPA. Et donc ça permet d'avoir un classement par style. Et après je crois qu'il y a une 3e dégustation pour déterminer le gagnant, enfin les gagnants du concours, sachant qu'il y avait 3 places. J'ai participé. Voilà. Donc pour faire cette bière, je me suis mis, très simple, je m'inscris, je remplis les documents, je paye, il me demande une preuve de billet, je l'envoie. Et voilà. Moi je ne pouvais pas me déplacer pour le concours, c'était pas possible, on peut faire tout à distance, donc ça c'est super cool. Et l'avantage, l'intérêt en fait de s'inscrire à un concours, c'est qu'on a des retours de jury. Et les retours, ça peut être instructif pour nous-mêmes, pour se dire, alors attends, moi la bière je l'aime, il n'y a pas de souci. Mes copains, mes amis, ma famille, ils aiment. Ou alors ils mentent, je ne sais pas, mais c'est toujours un peu compliqué. Ou alors ils n'aiment pas, c'est aussi possible.
Mais un juriste, c'est des professionnels, en l'occurrence là, c'est des professionnels, ils vont goûter, ils vont dire, il y a ça comme défaut, ou il y a ça que j'aime bien, il y a ça qui peut être amélioré, il y a ça. Et donc on a tout un tas de retours qui sont totalement anonymes déjà, ils ne vous connaissent pas, donc ils vont vraiment faire un avis par rapport aux autres bières. Le but du concours, c'est pas d'être premier, c'est pas d'être dernier, enfin, ça veut dire, il y a pas de, le but c'est pas le classement, c'est vraiment d'avoir ce retour. Après, si on peut être bien classé, et si on peut en plus avoir une bonne note, c'est enfin un retour très positif, enfin un retour, et si on peut en plus gagner, je veux dire, c'est top, mais c'est pas l'objectif numéro 1. Donc le but d'un concours, c'est de participer, c'est pas de gagner. Le but d'un concours, c'est d'avoir les retours pour pouvoir s'améliorer et faire quelque chose de mieux. Après, gagner le concours, c'est vrai que c'est top, parce qu'il y a des lots en plus. Alors au passage, j'ai participé au concours, j'avais même pas fait attention qu'il y avait des lots. Donc, je m'engage à faire ce brassin, je m'engage dans le brassin de la mort avec tout un tas de problèmes que je vais rencontrer durant tout le brassage. Donc déjà, on commence, je vais faire des nouvelles choses, donc ça c'est très cool. Je vais faire un mash hopping, c'est la première fois que je fais un mash hopping. Donc mash hopping, c'est-à-dire qu'on va mettre le houblon durant l'empâtage, donc là il ne se passe pas trop de problèmes. Je regarde sur mon eau de brassage pour calculer le pH, je calcule le pH de ma bière, et là, le miracle arrive, donc je mets l'acide dans mon... Et puis, toujours, je mets un peu moins. Donc là, je crois que j'ai commencé par mesurer le pH de l'eau pour voir si ça correspondait à mon brassage. Et habituellement, ça correspond, là, ça ne correspondait pas. Je me dis, ça c'est bizarre. Donc je dis, je vais mettre moitié d'acide, on verra bien, et je regarde après. Je regarde, puis c'est toujours pas bon du tout. Donc je remets. Puis je décide quand même d'aller mettre mon pH mètre dans une solution de calibration pour voir. Donc je prends la solution au pH numéro 4, je le mets dedans, et là, il m'annonce un pH de 6. Donc là, un petit souci. Puisque c'est pas du tout le bon pH. Donc je calibre mon pH mètre. Et je suis un peu pressé parce que l'empâtage il continue. Pendant ce temps, je sais pas quel est mon taux de pH, j'en ai aucune idée. Quel est le pH de ma solution, je sais pas s'il est bon ou mauvais. Et donc je recalibre et je regarde et en fait non, il est pas bon ce pH. Il se refuse de se calibrer quoi. Le pH mètre refuse de se calibrer. Donc j'en déduis que ma sonde de pH mètre, elle est juste capote, morte, n'a plus. Donc on va faire ça. J'ai fait avec du papier pH un petit peu. Bon, au final, je crois que j'ai mis tout l'acide plus ou moins qu'ils avaient recommandé. Globalement, mon eau de brassage, ils sont très forts là-dessus. C'est extrêmement précis. C'est parti. Donc, tant pis. Mais pendant un petit moment, j'ai quand même un peu eu le bon pH, j'ai eu du mal à le réguler. Et j'ai jamais pu vraiment vérifier que ce pH était bon. Au final, je ne sais pas si le pH a été bon ou pas. Je sais juste que mon rendement a été correct, sans être sensationnel, mais il correspondait à peu près à mes estimations. J'avais espéré qu'il soit un peu meilleur, parce que j'avais concassé particulièrement fin pour obtenir vraiment un rendement le meilleur possible. Et au final, bon, j'ai pas été surpris, ça a été le rendement que j'avais prévu. Donc tout va bien, mais ça aurait pu être meilleur. Peut-être qu'avec un meilleur pH, j'aurais eu un meilleur rendement. Donc je passe à la filtration, et là, justement, j'avais testé mon nouveau sac de brassage. Donc tout simplement, j'ai acheté un vrai sac de brassage, donc le Brew Bag, le vrai. Et ce Brew Bag, il a la particularité d'être quand même bien solide, de pouvoir être directement levé par les anses. Donc voilà, je suspends par les anses directement plutôt que de lever mon panier de malt. Là, surprise, en fait, il touche le fond, enfin il touche l'eau, donc ça sert à rien, je peux pas vraiment en filtrer, donc je suis obligé de le mettre sur une grille métallique de barbecue que j'avais propre, je précise, une grille neuve, que je mets au-dessus de mon système, je presse à mort pour essayer de filtrer un maximum. Voilà, bon, j'arrive quand même à la bonne quantité. C'est là d'ailleurs où je vais savoir le rendement réel d'extraction. J'aurais pu presser un peu plus et avoir un rendement un peu meilleur. Bon, voilà, mais j'ai pas pu le faire. Donc, ça a été un succès, un petit souci lié à ce sac. Donc déjà, peut-être qu'aussi le rendement au-delà du pH, il y a eu le problème du sac. C'est parti, je lance l'ébullition. Alors l'ébullition, cette recette, elle a quelque chose de particulier, c'est que bon, il y a un gros houblonnage, de souvenir c'est 100 grammes de houblon pendant l'empâtage, et après il y a un houblonnage, mais il n'y a pas de houblonnage au démarrage, c'est un houblonnage à 15 minutes avant la fin, avant la coupure, et après j'ai un hop stand tout à la fin.
Donc ça, tout ça, c'est très bien, ça se passe parfaitement bien. Je me dis, bon, je me mets un chronomètre à 45 minutes, je me mets un chronomètre à 1 heure, puisque de toute façon, j'ai 1 heure d'ébullition, et comme ça, c'est cool. Donc, quand mon minuteur de 45 minutes sonne, je sais que je dois faire mon premier houblonnage. Après, je sais qu'au bout d'un quart d'heure, je dois m'arrêter, et enfin, un quart d'heure plus tard, je dois arrêter. Sauf que j'oublie, et puis je regarde mon chronomètre, je dis mince, il reste que 15 minutes, oh, vite, vite, vite. Hop, je fais mon houblonnage, je mets mon système de refroidissement pour faire circuler le liquide dedans, pour le nettoyer, et là tout va bien. Bon, arrive la fin de ce quart d'heure, mon chronomètre se termine, et là je me dis, ah, j'ai un deuxième chronomètre qui me dit qu'il reste encore 15 minutes. En fait, je me suis trompé. J'ai complètement zappé que j'avais mis 2 comptes à rebours. Donc la solution, peut-être plus tard pour moi, c'est de mettre un seul chronomètre et de remettre un deuxième pour le suivant. C'est peut-être plus simple. Donc là, je me suis trompé. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, mon houblon, je le mets dans un panier à houblon, hein, dans un Hop Spider, celui de Grandfather. Et donc je le mets là-dedans, il est vachement bien. Et puis une fois que c'est terminé, je le suspends. Pour comme ça, il va s'égoutter. Et puis après, je l'enlève, je le mets dans un seau à côté, bon, pas de souci. Sauf que là, le problème, c'est que normalement, en temps normal, j'ai pas besoin de le suspendre avant la fin. Hein, une fois que, avant de faire la filtration, enfin, avant de faire le refroidissement. Là, je l'ai sorti en avance pour pas que le houblon reste une demi-heure, mais qu'il soit bien resté qu'un quart d'heure. Sinon, ça aura apporté plus d'amertume que prévu. Donc je le sors, je le mets dans un seau à côté, et j'ai dit, bon, je vais laisser un peu s'égoutter, bon, ok. Et puis, surtout, ce que je fais, c'est que je le vide pas. Je le vide pas, et surtout, du coup, il va jamais se désinfecter. C'est un peu le défaut. Donc, arrive à la fin, donc au moment où je dois faire le stun, je dis, bon, je peux pas le remettre dedans parce qu'il n'est pas désinfecté, il faudrait que je le vide et tout ça, mais je peux pas le remettre dans le liquide parce qu'il est plus sain, et enfin, il est potentiellement souillé, et ça risque d'infection, même si on est quand même à des températures élevées. Donc, et un peu par flémingite, je dis bon tant pis, hein, je mets mon houblon direct dans le brassin, tout va bien se passer. Hein, jusqu'à présent, de toute façon, tout s'est bien passé depuis le début de ce brassin. Et donc, bon, très bien, je fais ça, et puis vient le moment où je dois refroidir et mettre cette fois dans mon fermenteur. Là, tout est ok, hein. Je lance le système, je mets bien sûr mon Fontas Powder pendant l'obstin, hein, ça j'avais. À la fin, j'avais une boue énorme, et donc moi je refroidis direct, hein, je ne fais pas un refroidissement en cuve, je refroidis vraiment directement, et j'en transfère directement dans mon fermenteur. Enfin, je fais au début une recirculation, le temps que je sois sûr de ma température de sortie, puisque je transfère en cuve plastique qui ne reste pas à la chaleur, et donc voilà, donc là je transfère dans ma cuve. Mais le problème, c'est que je me retrouve directement avec une quantité au fond qui est assez énorme, vraiment importante, hein, de fond, de résidus, et surtout, j'ai pas du tout le nombre de litres prévu. Donc là, je ne comprends pas, parce que j'ai bien le volume d'ébullition qui est le bon, à peu près quoi, un petit peu moins ce que prévu, mais vraiment très léger. J'ai bien la densité finale et densité avant ébullition qui sont les bonnes. Donc en théorie, mon taux d'évaporation a été bon, mais par contre, j'ai pas le bon volume. Alors mon fermenteur, je n'ai pas mis correctement l'étiquette, donc je ne suis pas sûr du volume. Je dis bon, à 2 litres près, peut-être que ça peut décaler, peut-être que bon, il y a un petit écart, mais il n'est pas si énorme. Et donc voilà. Bon, sauf que apparemment non, hein, j'ai vraiment pas eu le bon nombre de litres à la fin, ça je le saurai beaucoup plus tard. Et en fait, ce que je pense qui s'est produit, c'est que d'une, il y avait beaucoup de boue au fond, il y avait un gros dépôt lié peut-être à la filtration qui s'est pas passé comme je voudrais. Au passage, sur la filtration, j'aurais peut-être dû soit concasser plus gros pour éviter que peut-être ça soit trop compliqué à filtrer, soit mettre de l'écorce de riz. J'ai plein d'écorce de riz et puis je l'utilise pas, c'est un peu dommage. Que la prochaine fois, je pense que si je devais refaire une recette avec du seigle, je rajouterais de l'écorce de riz, même en brewing bag. Ça permettra peut-être de simplifier la filtration à ce moment-là, sachant que là, il n'y a pas de rinçage, hein, dans le cadre de mon brassage. Donc au moment où j'ai coupé, en fait, au moment où j'ai tout refroidi, une fois que ça commence à la boue qui passe dans le serpentin refroidisseur, là j'arrête tout. Je dis tant pis, surtout qu'en plus c'était bien compact, bien épais. Et c'est là où je pense que j'ai fait une erreur. C'est que cette petite chose, ça en contient du liquide. Un bon paquet.
sais pas c'est quoi le volume, je sais pas c'est un demi-litre, 1 litre. Et ça c'est une erreur. C'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, et ce qu'il faudrait que je fasse absolument, c'est avoir de l'eau bouillante, de l'eau qu'on aura mis en ébullition, quelques litres, hein, pas besoin de 45 litres, que l'on passe après. C'est-à-dire qu'on le déconnecte de la cuve et on connecte l'eau chaude directement sur le refroidisseur. Et on refroidisse et on fait passer cette eau chaude qui va donc pousser tout ce qu'il y a dans les serpentins et qui a encore du mou potable. Et on passe un liquide donc qui est sanitairement exempt de toute bactérie ou de toute levure parce que ça a été bouilli et absent d'oxygène aussi au passage, même si bon là à la limite c'est moins important puisqu'on va de toute façon oxygéner le mou avant fermentation et donc récupérer l'intégralité du contenu et au passage on en profite pour nettoyer. Donc on stoppe dès qu'on voit qu'il commence à y avoir de l'eau qui coule, on stoppe. C'est pas parce qu'il y a un petit peu d'eau qui est rentrée dans le mou que ça va changer grand chose. Donc c'est ça déjà, ça il faudrait que je le fasse. Donc je sais pas exactement comment le faire, parce qu'on pourrait mettre un espèce d'entonnoir mais avec de l'eau bouillante quand même il y a un fort risque de se brûler. Je peux pas le mettre dans la cuve directement puisque il y a plein de boue au fond. Donc je sais pas trop quelle est la vraie solution, la meilleure solution. Une bonne solution ça serait d'avoir vraiment déjà un système qui me permette de faire de l'eau bouillante et de le connecter dessus. Je pense que ça serait peut-être ça la solution, donc ça il faut que j'y réfléchisse. Avoir une nouvelle batch d'eau chaude, hein, ce que j'avais pas jusqu'à présent. Donc une batch eau chaude ça pourrait être pas mal. Mais pas aussi grosse, c'est-à-dire que j'ai des grosses batches d'eau chaude, moi c'est des batches de 75 litres, enfin 70 litres, j'en sais rien, 60 litres, 50 litres, et surtout, donc peut-être une plus petite cuve, hein, parce que là j'ai vraiment besoin que de quelques litres. Il faut trouver une résistance qui va bien, etc. Donc pas un truc très gros. Et donc voilà, donc ça c'est le premier point. Déjà, point d'amélioration si je veux bien nettoyer mon système complètement. Donc je secoue mon fermenteur pour l'oxygéner. Bon après j'ai fait aussi transférer par splash un maximum. Donc ça s'est bien passé, c'est bien oxygéné. J'ai la bonne température, je peux directement mettre ma levure en fait, il n'y a pas de souci. Très rapidement dans mon fermenteur je vais avoir du dépôt que je vais vider. Donc ça c'est l'avantage d'avoir un système avec un ballon, c'est juste que ce genre de ballon c'est nul parce qu'on peut pas. Bon là au début il n'y a pas trop de problème puisqu'au début le fermenteur n'est pas sous pression, mais dès qu'il est sous pression on ne peut plus rien en faire. On ne peut pas le débrancher correctement, enfin on en met partout, c'est une galère. Donc ça c'est pour ça que je vais changer de fermenteur. Je vais en racheter un prochainement, je vais passer je pense au Fermzilla et au Fermzilla 3e génération avec la cuve de récupération. Je parle un moment de passer sur les fermenteurs qui sont complètement fermés. Mais du coup il en faut 2 pour faire du transfert de l'un à l'autre. Donc je pense vraiment que je vais passer plutôt à un système avec bac de récupération, parce que là on est quand même sur des systèmes où on a sur des... alors j'ai perdu le nom, mais on est sur des systèmes où ça s'ouvre, il n'y a pas de vis, donc il n'y a vraiment pas de problème, c'est des choses à peu près standards, et c'est vachement simple de changer les pièces. Et pour le coup c'est quand même pas mal, donc je pense que je vais passer là-dessus. L'autre souci c'est que moi j'aime bien dans ce type de choses y mettre un petit réfractomètre, un petit densimètre, pardon. Ça me permet de de faire le suivi de la densité durant toute la fermentation. Alors ça c'est génial, ça marche assez bien. Donc j'ai mis celui-là en 2e, et au tout début j'avais mis ça. Voilà. Bon je l'ai jeté dedans, ça fait un gros poum, très bizarre. Et ah non, c'était pas celui-là, il n'a pas de thermomètre. Celui que j'ai mis c'était sans thermomètre, mais c'est l'équivalent, sauf que celui-là c'est avec la version thermomètre. Donc j'ai mis ça, voilà. Et heureusement d'ailleurs, j'avais la version avec thermomètre que j'ai mise. Et bon, il est tombé et il s'est littéralement allongé sur le mou. Donc je voyais pas trop parce qu'il y avait un peu de mousse, il y avait un peu de... Et il était comme ça, ou plus ou moins comme ça. Donc mon mou n'était pas si dense, hein. On est quand même sur une bière qui va finir à un peu moins de 7 degrés alcooliques. Donc c'était pas non plus la folie. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben en fait, là je l'ai maintenant la version après coup. Hein, voilà. D'ailleurs il a pris l'eau à l'intérieur et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'eau à l'intérieur. Eh ben il y a un petit souci au bout. Vous voyez? Il y a un petit souci. Pauvre densimètre, malheureusement, il va pouvoir partir à la poubelle. Alors, cette petite cassure va peut-être causer des problèmes, mais ça on verra après. Donc j'ai moins de mou prévu, et donc je commence la fermentation. Tout se passe bien, très bien.
passe la phase de houblonnage. Donc là, je mets mon houblon en free hop comme d'habitude. Hein. Tout se passe bien, pas de problème. Jusque là, très bien. Nelson Sauvin, tout va bien. La bière, elles sont bonnes. Elles goûtent bon, etc. Ça repart en fermentation, je le vois, donc je laisse monter la température. Je suis pressé par le temps, parce qu'il faut la livrer rapidement. Donc je monte la température de fermentation à plus de 22 degrés, ce qui n'est pas un problème. Hein, surtout en fermentation sous pression, et surtout pour une fin de fermentation, donc ce qui fait qu'elle fermente très rapidement et elle finit sa fermentation en quelques jours. Je vois une stabilisation, et à ce moment-là, je baisse tranquillement la température et je rapidement descends à des températures les plus basses possibles, et je régule mon CO2 pour viser une carbonatation américaine, mais en tout début de carbo américaine. C'est-à-dire que je vise sur les ale américaines une carbo de 2,5 à peu près. Hein. Voilà. Vraiment le début de 5, de 6. Hein, c'est-à-dire que voilà, je suis à 0,8, 0,9 par là de carbonatation pour une bière qui est environ à 4 degrés Celsius. 0,8, 0,9 bar, hein, on est d'accord. Hein, au-dessus de la pression atmosphérique. Donc voilà, donc je suis content, c'est très bien. Et donc je compte, et donc voilà. À ce moment-là, bon, bien sûr, j'ai aussi enlevé le houblon hein, très rapidement, je l'enlève au bout de 2-3 jours. J'ai pu goûter, la bière me plaisait, donc je suis passé à la mise en bouteille. Donc j'ai mis quelque chose comme 6 ou 7 bouteilles en capsule pour pouvoir l'envoyer. Et donc j'ai étiqueté et j'ai envoyé ma bière. Là, tout s'est bien passé. Bon, après, j'ai pu mettre en fût. Le reste des bouteilles, ça je l'ai fait après l'envoi au concours. Après même que... oui, non, après l'envoi au concours. Donc j'ai mis en bouteille une petite partie, puis j'ai décidé de mettre en fût. Donc là, j'ai fait la plus grosse bourde de ma vie, sachant que j'avais quand même très peu de bière. Hein. J'ai quelque chose comme entre 12 et 14 litres de produits finis, enfin plutôt 12 litres de bière finie. Et... ah oui, attendez, j'ai oublié de préciser un truc. Durant la fermentation, il s'est passé autre chose. Donc ça, c'est le système de collecte de la bière. Hein. Donc bon, au passage, ma boule n'est pas très propre, c'est pas très grave, puisque pour le moment, je ne compte pas réutiliser tout de suite le fermenteur, voire même je ne sais pas si je vais le réutiliser. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est détachée. Donc ça, pas la partie métallique, heureusement, mais la boule, elle a réussi à se détacher, je ne sais pas par quel miracle. Donc il restait le petit anneau, le petit bout métallique, et donc ça, c'était tout au fond. Donc forcément, au début des premiers tirages, ça a sorti que de la bière. Au passage, ça ne me permet pas d'aller tout au fond complètement. Donc c'est un peu un défaut. Et j'avais retaillé mon tube pour qu'il soit de la bonne longueur, pour qu'il aille vraiment pas trop profond. Comme j'avais enlevé tout le dépôt, au final, j'avais vraiment plus aucun dépôt. Ce qui du coup est un problème, puisque je ne peux pas récupérer jusqu'au fond. Donc il faut quand même qu'il reste un peu de dépôt si on veut pouvoir récupérer l'intégralité du fermenteur. Donc j'ai voulu faire quelques bouteilles, je dis le reste, je le mets en fût. Donc j'ai pressurisé mon fût, j'ai fait plein de choses, etc. Je l'ai nettoyé, j'ai mis du produit, voilà, puis là je purge le CO2, et puis je le remplis. Et là, une fois que j'ai terminé mon remplissage, je mesure, je dis bon ok, ça fait 5 litres, 5 litres et demi. Et je me rends compte que d'une, j'ai pas stocké mon fût pour le nettoyer, et puis surtout que j'ai pas vidé le liquide de nettoyage. Donc je me retrouve avec du Chemisan, je crois, ou l'équivalent, bref, peu importe, du Saniclean, voilà, du Chemiclean ou un truc comme ça. Donc l'équivalent du Starsan, mais qui mousse pas. Dans mon truc, donc à peu près, j'avais mis à peu près 3 demi-litres, donc à peu près entre 1 litre et 1 litre et demi, et je me suis retrouvé avec mes 4 litres de bière, donc voilà, ce qui m'a expliqué pourquoi j'avais 5 litres et des patates. 5 litres et des patates de bière, alors que j'estimais plutôt à 4 litres. Bon, c'est pas grave, mais il y a 4 litres qui est parti à la poubelle. Surtout que l'eau qui était dedans, au-delà qu'il y avait du produit, elle n'est pas non plus, elle est oxygénée. Donc, c'est de l'eau normale, elle n'a pas été désoxygénée. Donc, on se retrouve avec potentiellement une oxydation. Bon, voilà. Mais c'est pas très grave, parce que c'est pas ça qui va partir au concours. Dégustation de la bière. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que j'avais mis à peu près 15% de seigle, donc le minimum requis par rapport au style. Et clairement, pour moi, on ne ressent pas assez le seigle, hein, c'est pas assez prononcé. Au niveau du cocktail de houblon, j'en suis très content. Je suis parti sur du cascade pour le houblonnage durant le mash shopping. J'ai mis du Simcoe sur
l'houblonnage pour le houblonnage, on va dire, de Hopstand, non, à 15 minutes avant la fin, et j'ai mis un mélange Simcoe et Nelson Sauvin, je vais y arriver, durant le Hopstand. Et j'ai rajouté du Nelson Sauvin en dry hop, 100% c'est Nelson Sauvin. Donc ça donne quelque chose qui est très intéressant. La levure WLP 077 que j'ai utilisée pour la première fois, levure liquide, qui pareil aussi des misères, hein, elle est partie en relais DPD, elle devait être déposée. Ils ont essayé de livrer, je crois, 2 ou 3 fois. Non, ils ont essayé de livrer une première fois, après ils n'ont pas réussi à livrer le dépôt, donc le magasin qui prend le truc. Donc moi je dis bon ok. Et puis en fait ils me disent on attend des instructions. Donc, moi je pensais qu'ils allaient relivrer le lendemain. Je vois pas pourquoi ils attendent des instructions puisque j'ai demandé à ce qu'ils soient livrés dans ce relais. Bon bah du coup le lendemain je vois qu'ils livrent pas, donc je leur dis mais livré dans le dépôt. Donc, le surlendemain ils réessaient, mais à chaque fois ils arrivent avant l'heure d'ouverture du magasin, donc forcément ça marche pas. Bon bah non plus. Donc voilà, donc là je dis bon c'est pas grave, livrez-le en relais DPD. Et là j'y vais direct en relais DPD avant l'horaire, hein, ils disent de venir le lendemain, et j'arrive à récupérer mon colis. Heureusement, puisque la glace était complètement fondue, donc le système, la levure liquide, en termes de température, elle commençait à avoir un peu chaud aux fesses. Donc il fallait absolument, surtout que ça tombait un vendredi, il fallait absolument que je le récupère, soit le vendredi soir, soit le samedi, mais sinon, s'il serait passé encore 3 jours de plus, ça aurait été compliqué. Donc là, j'ai été directement chez DPD, récupérer mon colis, et je l'ai mis au frais. Donc quand j'ai mis cette levure, heureusement il n'y avait pas non plus un volume énorme, même si elle était un peu abîmée, mais je pense pas. Vu qu'il n'y avait que 12 litres à fermenter, c'est assez passé crème. Ça donne bien des notes tropicales, c'est super cool, c'est vraiment une très bonne levure. Je vais complètement la réutiliser pour mes prochains brassins. Ça c'est clair. Bon là, clairement, la prochaine fois que je fais une IPA au seigle, je réutilise la WP 077. Et je vais rajouter, bien sûr, parce que c'est top, la WP, la prochaine fois, je ferai sans le Fantasme Powder pour voir. Peut-être pas le même cocktail de houblon, mais ce cocktail de houblon est quand même pas mal. Donc on se retrouve avec quelque chose de très intéressant gustativement. C'est la bière la plus chère que j'ai réalisée, surtout avec la perte que j'ai eue. Voilà, donc la prochaine fois, je ferai aussi des volumes plus importants, parce que cette petite quantité que j'ai eue, c'est peut-être lié au fait que j'ai baissé ma quantité de mon volume. C'est-à-dire qu'en fait, dans une cuve, on a un faux fond, donc déjà on a la perte du faux fond, et forcément, quand on fait pour 15 litres et quand on fait pour 20 litres, mécaniquement, en fait, on perd un peu plus. Voilà, il faut rajouter plus encore. Enfin, le rendement est encore moins bon. Voilà, donc ça fait que voilà, le rendement de brasserie très mauvais là, pour ce brasserin. Mais ça redonne une bière très bonne, donc à la limite c'est pas très grave. Alors qu'est-ce que on dit les jurys? Alors il y a 3 notes, 3 jurys, 3 avis de 3 juges différents. Globalement, on peut dire ils sont tous d'accord pour dire que la bière elle est agréable à boire et qu'on sent tout à fait très bien les houblons et le tropical, on va dire, qui ressort de ces houblons. Donc ça c'est très bien. Parmi les critiques, il y a ce manque de perception du malt de seigle. Donc voilà, ça c'est ce que moi j'avais remarqué. C'est une critique assez logique. Il y a un juge ou 2 juges qui ont dit que la carbonatation était était légère, mais bon, ça, moi je pense que ça peut se justifier, surtout comme je dis, j'ai visé une carbonatation plutôt faible. Donc en effet, j'aurais pu viser une carbonatation un peu plus élevée. La prochaine fois, je pense que je carbonerai un peu plus. C'est-à-dire que je vais être un peu plus d'un bar la prochaine fois. Et la mousse ne se tient pas. Alors moi je ne travaille pas du tout sur la mousse, ça ne m'intéresse pas spécialement, puisque je m'en fous qu'il y ait de la mousse dans ma bière, à vrai dire, enfin je m'en fiche un peu, mais je comprends que ça soit important pour le style. Donc, je vais essayer de faire un effort là-dessus, utiliser des céréales pour améliorer la tenue de mousse. Là j'ai rien utilisé, il n'y a aucun céréal cru pour améliorer la tenue de mousse. Donc vraiment, je vais essayer de voir pour améliorer ce point-là. Et il y a eu une critique par rapport à un faux goût, alors qui n'est pas énormément perceptible, et c'est un des juges parmi les jurys 3 qui me dit oui, je sens à l'odorat un faux goût. Je ne sais pas lequel, mais je sens quelque chose. Et il dit, enfin en dégustation, bon, il dit je sens un faux goût métallique. Voilà, il dit alors ça peut être, il dit pas exactement, il dit ou alors c'est du sabro. Il n'est pas sûr. Bon, il n'y a pas de houblon sabro dans ma recette. Aucun houblon sabro, donc clairement ça vient pas de là. Alors est-ce que le mash hopping aurait pu créer ça? Je ne sais pas.
le goût métallique, moi je ne le sens pas, donc je ne sais pas. Voilà, et apparemment il y a 2 juges qui ne l'ont pas senti. Dans tous les cas, il n'a pas mis ça comme un défaut majeur. Il a vraiment considéré ça comme un micro-défaut, vraiment, au point que ça ne m'abaisse pas ma note, enfin, il m'a mis dans la moyenne sur les trois critères qui ont été jugés. Donc, respect du style, bon, je ne me rappelle plus des 3 critères, mais bon, respect du style, défaut, je crois, et je ne sais plus, peut-être. Je sais plus. Mais bon, bref, voilà. Donc c'est ça qui a fait un peu la critique que j'ai eue. Mon idée, c'est où qu'en effet le cocktail doublon fait ce goût défaut métallique que je n'arrive pas à percevoir. Ou tout simplement qu'il y a un problème sur le stockage du malt qui fait ça, et ça, dans ce cas-là, je n'y peux rien. Donc on est d'accord, les 2 points, je vais plus rien pouvoir y faire. Le blond, c'est le blond, hein, et si c'est vraiment un problème lié au malt, bon, j'y peux rien non plus. Bon, par contre, j'ai une autre idée, c'est quand même que cette chose-là, là, c'est quand même du métal. Alors, et ce métal, c'est manifestement du fer. Du fer qui, d'ailleurs, on le voit, commence à rouiller. Là, on devrait voir normalement un petit peu de rouille, un début de rouille. Bon, ce que je veux dire, c'est que ce métal, qui est donc resté en contact longtemps, a pu et peut en être la cause. Ça peut être lui qui est responsable de cette, clairement, de ce défaut et de ce goût métallique qui pourrait être apporté dans la bière. Parce que là, on n'est pas sur de l'inox, un produit, il y a pu y avoir un peu de transfert. J'émets des doutes, sérieusement, sur le fait que ça puisse être là, puisqu'il n'y a pas un contact non plus énorme avec la bière. Donc, à voir, je ne sais pas. Au final, j'ai appris des choses sur ce concours, et puis j'ai pu être content de mon classement. Sur la table de juge, de ma table où j'ai été jugé, j'ai été classé meilleure bière parmi les 5 autres bières. Et donc j'ai pu atteindre le 2e niveau, donc cette fois où il y a donc un classement, c'est-à-dire que en gros comme chaque table va donner des notes, les notes d'une table à une autre ne sont pas du tout équivalentes. La preuve, c'est que la personne qui a eu le premier classement, il n'est pas du tout la meilleure note de tout le monde. Et celui qui a la meilleure note sur une table, je ne sais plus, c'est la meilleure note de tous, il est arrivé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est derrière moi, alors que c'est la meilleure note de tous. La note, elle est valable pour la table de jury, pour les autres tables, forcément, comme chaque jury ne va pas noter de la même façon, c'est pas valable. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et puis on juge des bières entre elles. Donc forcément, c'est par rapport au lot qui est et qu'on va pouvoir avoir un jugement. C'est pour ça qu'ils font d'abord un premier lot où on juge l'ensemble des bières, 5-6 bières. On peut difficilement juger 35 bières d'un coup. Hein. Et après, chaque table va choisir 1 ou 2 gagnants. Je crois qu'ils vont en choisir jusqu'à 3. Donc moi, j'ai pu monter au niveau dessus. Et donc, j'ai pu être jugé parmi 6 finalistes. Et sur ces 6 finalistes, j'ai été jugé 4e. Donc voilà, et donc il n'y a pas de classement final par rapport au podium, puisque le podium c'est vraiment de toutes les bières du même style, donc je ne sais pas trop quelles bières ils ont pris après pour déguster, peut-être les 3 premières de chaque série, j'imagine que c'est ça, sur la 4e peut pas passer, et avec cette autre dégustation, ils ont pu goûter, ils ont pu déterminer un classement, il y a eu un premier, il y a eu un second, et il y a eu 2 troisièmes. Donc je suis très content de ce classement, puisque 4e pour les IPA, ça veut dire que ma bière elle est quand même potable, donc j'en suis très content. Je vais la refaire. Je vous mets en pièce jointe, enfin dans la description, la recette de la bière, hein, une recette de bière qui aura une V2, certainement sans le Fantasy Powder puisque je ne peux pas en avoir accès immédiatement, et j'espère dans mon nouveau fermenteur. Je ne manquerai pas de vous faire une vidéo sur mon nouveau fermenteur quand je le recevrai, enfin, déjà quand je l'achèterai. Et à ce moment-là, je vais essayer de faire la vidéo complète, hein, montage, démontage, voilà, vous expliquer aussi l'usage en fermentation et faire le comparaison entre celui que j'ai actuellement et le nouveau. Sur ce, comme toujours, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de mes futures vidéos et je vous dis à très bientôt.